Chers auditeurs, assalamu alaikum, bonjour. Les 16 et 17 octobre passés, s'est tenu à Ouagadougou un colloque international sur le thème corruption et développement en Afrique. Ce colloque a été organisé par 3 institutions. Il s'agit du RENLAC, à travers son centre de formation et de recherche anticorruption appelé CIFRAC, et l'université Thomas Sankara et le CEDRES. Pour discuter de ce colloque, nous avons invité Dr Tiatité Noufé, qui était membre d'organisation de ce colloque. Il est également directeur adjoint du CIFRAC. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons dire d'abord bonjour à notre invité. Bonjour, docteur. Bonjour, M. Traoré. Merci d'avoir accepté à notre invitation. Est-ce que déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous pouvez déjà nous parler du CIFRAC, parce que j'ai l'impression que c'est une nouvelle structure qui vient de voir le jour. Pouvez-nous dire quelques mots sur ce centre-là, ses objectifs, son fonctionnement et qu'est-ce que les auditeurs doivent savoir sur cette nouvelle organisation? Ok, merci bien. Et comme vous avez aussi bien dit, le CIFRAC, le Centre de formation et de recherche anticorruption, est un centre du réseau national de lutte anticorruption du RENLAC. Et pourquoi le CIFRAC? C'est après une analyse, après avoir fait le bilan sur l'existence du RENLAC sur une longue période, plus de 20 ans d'existence. Et nous sommes parvenus à la conclusion que c'est vrai, le RENLAC conduit des enquêtes sur l'état de la corruption, avec une base de données très riche, mais il faut aller au-delà. Voilà, de la description de la corruption, de la perception, et pour conduire des études approfondies et afin d'éclairer plus le pouvoir public en matière de prise de décision. C'est pourquoi le CIFRAC a vu les jours. C'est une des premières activités du CIFRAC qui est le colloque qui vient de se passer les 16 et 17 octobre 2024. Le CIFRAC, il y a des axes de recherche. Il y a un axe en lien avec, ce sont les 4 axes de recherche d'ailleurs qui ont fait l'objet du colloque, crise sécuritaire et corruption. Nous avons un axe institution, gouvernance et corruption, un autre axe en lien avec morale, société et corruption, et enfin un 4e axe en lien avec droit et corruption. Donc, pour le moment, c'est ça. Le CIFRAC est dirigé par un directeur adjoint, un chargé de programme et également un responsable de la formation. Merci, docteur. On note avec vous que le CIFRAC a commencé fort avec une activité d'envergure régionale, puisque le thème du colloque, c'était corruption et développement en Afrique. Pourquoi mettre ensemble la notion de corruption avec le développement, non pas au Burkina, mais en Afrique de façon générale? Oui, merci pour la question. Et nous sommes partis d'un constat, à partir des différents rapports issus des différentes institutions internationales, sous-régionales et même nationales. Et je commence par le PNUD, qui, dans un de ses rapports, déjà en 2010, avait déjà donné le ton, c'est-à-dire que les fonds détournés représente 10 fois l'aide publique au développement. Les fonds détournés en Afrique? En Afrique. Okay. 10 fois l'aide publique au développement. Et aussi, au niveau de la littérature scientifique, la plupart des chercheurs, il y a une unanimité qui se dégage que la corruption impacte négativement l'investissement et partant, alors la croissance économique. Et dès lors qu'il y a eu ces évidences, il y a eu une prise de conscience au niveau mondial. Mais malgré cette prise de conscience, en 2023, à côté, avec Transparency International, il ressort dans son rapport que l'Afrique subsaharienne demeure la région la plus corrompue au monde, avec un indice de perception de corruption qui s'établit à 33 sur 100, contre une moyenne mondiale qui est de 43. Alors, c'est-à-dire que nous sommes en dessous de la moyenne mondiale, elle-même qui est en dessous de la moyenne de 50. Et ce qui est encore alarmant, c'est que sur l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne, plus de 90% ont un indice de perception de la corruption qui est inférieur à la moyenne de 50 sur 100.
Donc, vous voyez. Et si on revient au plan national au Burkina Faso, avec les différents sondages du RENLAC, il ressort que le nombre de citoyens qui pensent que la corruption a augmenté, le taux augmente de 2016 à 2021. En 2016, c'est 10,1% des citoyens burkinabés qui estimaient que le nombre de la corruption a augmenté plus tôt. Et ce taux est passé à 52,3% en 2021. Donc, vous voyez, donc à partir de ces évidences, vous voyez que la corruption est un phénomène mondial. Ce n'est pas un phénomène local. Et dès lors que le phénomène est mondial, la réflexion doit être globale. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire, en partenariat avec le CEDRES, d'organiser ce colloque qu'on a intitulé Corruption et développement en Afrique et non pas au Burkina Faso. Et on a jugé bon d'inviter les chercheurs d'autres pays, puisque c'est un phénomène mondial, afin que nous puissions ensemble réfléchir sur les différentes facettes de la corruption dans les différents pays et proposer des pistes de solutions qui pourraient aider les décideurs publics dans l'élaboration de leurs stratégies de lutte contre la corruption. On note avec vous que la corruption est véritablement un obstacle pour le développement du continent africain. D'où il fallait vraiment organiser cette réflexion avec des éminents universitaires, des chercheurs. Voilà. Mais est-ce que pour le public, je veux dire le citoyen lambda, oui, quand on parle de corruption, est-ce qu'il y a des caractéristiques que vous pouvez nous donner pour pouvoir comprendre à quoi est-ce que tout le monde peut être impliqué dans ce phénomène-là? Oui, tout le monde peut être impliqué. Parce que généralement, quand on parle de corruption, souvent, on ne voit que, comment on appelle, la machine, les acteurs publics qui tiennent les rênes du pouvoir. La corruption, effectivement, si vous voulez, je peux caractériser la corruption en deux blocs. D'accord. Il y a ce qu'on appelle la grande corruption. Okay. La grande corruption, c'est cette corruption qui se passe, j'allais dire, au sommet de l'État. Wow. Il y a différents États. Et c'est au niveau politique, okay, au niveau de la haute sphère administrative, okay, au niveau des élites. Et cette corruption est moins perceptible par les citoyens lambda, mais ça se manifeste souvent par les blanchissements des capitaux. Okay. Ça, c'est une première catégorie. Blanchiment des capitaux, excusez-moi, hein, pour ne pas vous faire. Est-ce que blanchiment des capitaux, ça veut dire quoi un peu? Blanchiment des capitaux, c'est-à-dire que vous menez une activité, vous pouvez tout de suite créer une activité qui ne vous apporte pas de l'argent. Mais du moment que vous avez pu soustraire des ressources financières ailleurs qui ne vous appartiennent pas, vous injectez, vous créez l'activité sous couvert et après vous partez vous déposez de l'argent par exemple dans une institution bancaire. En ce moment, c'est comme vous avez lavé votre argent et ça devient propre. Ah, okay. De façon caricaturisée. D'accord. Oui. Ok. Alors ça c'était la grande corruption. La grande corruption. Maintenant, si on revient au niveau de la petite corruption, oui, c'est cette corruption qui se passe généralement au niveau de l'administration publique et privée, okay, à travers les fonctionnaires en contact avec les usagers. Okay. Voilà, 1000 francs pour faire passer un dossier, 2000 francs pour faire passer un dossier, et les 10% peut-être pour avoir les marchés. C'est cette corruption en réalité qui est, j'allais dire, visible et qui touche plus les citoyens et lambda. Donc, on peut parler les pots de vin, okay, même le favoritisme fait partie de la corruption, okay, les népotismes, ça fait partie de la corruption. Le fait de s'absenter de son lieu de travail pour aller mener d'autres activités, c'est également de la corruption. Ah bon? Voilà, puisque la corruption, au sens large, ça renvoie c'est quoi? C'est tout comportement déviant. Voilà, d'un agent public ou privé, okay, en position de son... en position de l'exercice de son métier, qui profite plutôt de sa position, oui, hein, pour tirer des avantages privés. Donc ces avantages privés, ça peut être, j'allais dire, d'ordre pécuniaire, ça peut être d'ordre et politique, ça peut prendre plusieurs formes. Oui. Voilà. Donc, mais ce qu'il faut noter, la corruption pour nous, qu'elle soit grande ou petite, la corruption est toujours une mauvaise chose et un frein au développement. D'accord. Alors, corruption, frein au développement, c'est très bien dit. J'imagine que les réflexions ont été à la hauteur du fléau,
Est-ce que vous pouvez revenir sur les temps forts ou voilà, les actes forts qui ont jalonné ce colloque-là? Oui, je peux dire qu'il y a 3 temps forts. Okay. Ces 3 temps forts, c'est quoi? Nous avons la cérémonie d'ouverture, effectivement, où nous avons invité les officiels, donc les parrains. Il y a également le déroulement même du colloque, les sessions parallèles et enfin la cérémonie de clôture. Mais je peux dire que le temps le plus fort, c'est la période des sessions parallèles, puisque nous avons 7 sessions parallèles. Et chaque session parallèle est ponctuée au moins par 3, voire 4 communications. Voilà. Et chaque communication a traité d'un thème spécifique en lien avec la corruption. Et après chaque communication, il y a des débats, des échanges. Les participants ont posé des questions et les chercheurs ont apporté des éléments de réponse. Donc, c'est vraiment le temps le plus fort du déroulement du colloque. Ce sont vraiment la période des sessions parallèles. Ah, d'accord. Voilà. Super. Alors, en lien avec ce temps fort, les sessions parallèles, quel enseignement pouvons-nous tirer à l'issue de ces 2 jours de réflexion sur la corruption et le développement en Afrique? Oui, à l'issue de ces 2 jours de réflexion, on peut tirer, en tout cas, on peut noter 3 enseignements. Le premier enseignement, c'est que les chercheurs sont intéressés par la question de la corruption. Il suffit seulement de créer un cadre pour les mobiliser. Le deuxième enseignement, c'est que la corruption, en fait, la lutte contre la corruption demande une synergie d'action. Synergie d'action, d'une part, entre les chercheurs et même parce qu'il faut des équipes pluridisciplinaires pour traiter de la question, qui n'est pas réservée à une seule discipline. Il faut des sociologues, des économistes, des juristes, des anthropologues pour analyser. Et synergie d'action, d'autre part, entre les chercheurs et les praticiens, pour partager les résultats de la recherche. Et les praticiens également vont utiliser ces résultats de recherche. Et troisième enseignement, c'est que, quels que soient les résultats ici des travaux des chercheurs, la volonté politique prime. Il faut une volonté politique. Okay. C'est le politique qui sanctionne. Okay. Si les chercheurs trouvent des résultats, font des recommandations, et le politique ne sanctionne pas, ça pose un problème. Exactement. Voilà. Donc, d'après, en tout cas, en économie, il y a un auteur du nom de Gary Becker qui dit que pour lutter contre la corruption, il faut des choses. D'abord, il faut détecter rapidement. Il faut une structure qui détecte et il faut une structure qui sanctionne. Je peux dire que les structures qui détectent, nous avons le RENLAC au plan national. Bien sûr, il y a des structures de l'État également qui détectent, telles que la SPLC, qui est un partenaire. Au plan international, il y a Transparency International. Mais la structure qui sanctionne, c'est l'État. C'est l'État qui a les moyens pour sanctionner. C'est l'État qui doit donner le top de part en matière de sanctions. Ok, d'accord. Alors, je reviens un peu à une question un peu redoutable, parce que avec les chiffres que vous avez donnés, le niveau de la corruption en Afrique, j'ai envie de vous demander, est-ce que finalement la corruption peut être perçue comme un élément de mesure du niveau de moralité d'une société? Parce que s'il y a la petite corruption et que les gens sont massivement dedans, la grande corruption, les gens sont massivement dedans, bon, finalement, on a l'impression que c'est une société qui a un problème de moralité. En principe, puisque la corruption, c'est un mal. Oui. Voilà, la corruption, c'est un mal. Voilà, détourner les biens, hein, en tout cas, avoir un comportement déviant, alors que l'argent public ou privé a une rémunération, ça pose un problème de moralité. Okay. Donc, rigoureusement et théoriquement, une société, en tout cas de bonne moralité, on devait avoir moins de corrompus. On devait avoir moins de corrompus, théoriquement. Théoriquement. Oui, oui. Voilà. Maintenant, la pratique, c'est autre chose. Oui. Effectivement, ça me ramène à pousser avec vous encore la réflexion, parce que quand on regarde un pays comme le Burkina, pour rester au plan local, il y a beaucoup de musulmans. Nous sommes déjà d'ailleurs sur une chaîne islamique. Il y a aussi beaucoup de chrétiens, oui, catholiques comme protestants. Tout à fait. Il y a, ces temps-ci, on voit aussi les adeptes de la religion traditionnelle aussi qui donnent du ton. Oui. Chacun est fier d'appartenir à une religion. Tout à fait. Qui, je pense, est un prône de la morale, mais la corruption reste finalement, pour parler comme certains, est-ce que c'est le dieu argent qui a pris le pas
sur, qu'on appelle dans le cœur des gens? Et en principe, ce que vous dites, c'est que un bon religieux, qu'il soit musulman, protestant, adepte de la tradition, la morale est enseignée. Exactement. Il faut faire le bien. Oui. Aucune religion n'enseigne le mal. Oui. Ce qui veut dire qu'une société où nous avons des religieux, on doit avoir moins de corrompus. Parce que théoriquement, pour reprendre votre expression. Oui, théoriquement. Parce que Dieu n'a jamais enseigné le mal, et Dieu n'a jamais dit à ses créateurs, en tout cas, de faire le mal. La corruption, d'un point de vue religieux et spirituel, est un péché. C'est un péché. Voilà. Et c'est quelle religion qui enseigne le péché? Je ne pense pas. Voilà, théoriquement encore. Mais ça m'amène à me rappeler d'un des discours d'un archevêque ghanéen, à l'occasion également d'une conférence sur la corruption au Ghana. Et il a fait allusion aux statistiques ici du recensement général de la population du Ghana de 2010, où 71% des Ghanéens sont des chrétiens. Et chrétiens, musulmans ensemble représentent plus de 90% de la population ghanéenne. Donc, l'archevêque, dans son discours, a terminé en disant que chrétiens et musulmans sont responsables de plus de 90% de la corruption. Donc, vous voyez. Puis théoriquement, on ne devait pas avoir ça. Exactement. Voilà. Mais ça se comprend dans le contexte pour interpeller en réalité les uns et les autres. Voilà. La nécessité, en tout cas, de croire à ce qu'il fait. Si vous dites que vous êtes un musulman et que le bien est enseigné dans la religion musulmane, vous êtes un chrétien et le bien est enseigné, adepte de la religion traditionnelle et le bien est enseigné, alors il faut travailler pour faire ça. Ça veut dire qu'il faut l'enseignement religieux, même au niveau des cellules familiales. D'accord. Donc, si je vous suis bien, la religion, en principe, doit être un vecteur de lutte anticorruption. De lutte anticorruption. Donc, c'est une sorte d'interpellation à nos auditeurs, à nos lecteurs. Tout à fait. Parce que notre administration, notre société, c'est composé de nous, musulmans, chrétiens et adeptes de la société traditionnelle. Donc, il suffit que chacun, à son niveau, fasse l'effort de dire de refuser la corruption. Et puis, bon, voilà, on aura eu la solution, trouvé la solution. Ça veut dire que pour rejoindre ça, veut dire que les premiers responsables des différentes religions, chacun dans son milieu, doit travailler à moraliser ses fidèles. D'accord. Par exemple, les sermons de vendredi, lors des messes de dimanche, il faut faire passer le message. Il faut faire passer le message. En tout cas, j'espère qu'effectivement, les religions vont saisir vraiment ces sujets-là et vraiment travailler à ce que la corruption puisse bouter hors du Burkina et de l'Afrique. Alors, je voudrais revenir encore sur une autre question. Vous avez parlé sur une autre question. Vous avez parlé effectivement de la corruption qui est au niveau mondial. On note aussi qu'au niveau mondial, on a un système politique et économique qui, lui, prône la surconsommation, qui divinise en quelque sorte même, comment on appelle, l'argent. Est-ce que, finalement, la corruption n'est pas même au cœur d'un système qui nous gouverne? Bon, j'ai souri parce que vous posez une question un peu compliquée, mais je vais tenter d'apporter des éléments de réponse. Parce que quand on regarde aujourd'hui l'ordre mondial, c'est l'esprit capitaliste qui nous gouverne. Exactement. Et qui parle de l'esprit capitaliste, c'est la course effrénée à la richesse, à l'argent. Ce qui fait que ça sape en réalité les fondamentaux de nos sociétés. Exactement. Quand vous regardez nos sociétés traditionnelles, il y avait cette sorte d'entraide. Et l'objectif premier de l'être n'était pas, en tout cas, la course sans frein vers, en tout cas, la recherche. Exactement. Mais aujourd'hui, avec les capitalistes, c'est l'argent, la recherche du gain facile, et sans chercher à trop travailler. Et vous comprenez, souvent, il y a des jeux même. Vous voyez, avec les jeux, souvent, il faut jouer à travers le net, l'Internet, pour avoir de l'argent, sans travailler, sans créer de la richesse. Vous voyez où la société est. Et aujourd'hui, quand vous regardez dans nos différentes familles, même au niveau du village, les capitalistes ont pénétré les villages. De sorte que même si vous êtes l'aîné de votre famille, et sur le plan financier,
et vous n'avez pas les moyens. Souvent, il y a des décisions qui sont prises à l'insu de vous, alors que vous êtes l'aîné. Et le Benjamin, si c'est lui qui a l'argent, on dit il faut qu'il soit présent, sinon ça sera compliqué pour conduire les débats. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, l'ordre mondial, effectivement, est pédé à repenser. Il faut moraliser même l'ordre mondial. Ah oui. Ça, vous l'avez très bien dit. Alors, je voudrais finalement que nous revenions sur les recommandations, effectivement, qu'on peut noter. C'est vrai que vous êtes venu sur un certain nombre de temps forts qui peut paraître comme des recommandations. Mais on souhaiterait qu'intrinsèquement, vous venez, voilà, si c'est une grande recommandation qui a été faite au niveau et lors de ce colloque-là, pour pouvoir venir à bout de ce fléau. Une des recommandations que je pense qu'elle est très importante, c'est le colloque invite les pouvoirs publics à s'investir davantage dans la lutte contre la corruption. Le colloque également a invité les pouvoirs publics à digitaliser certains services pour éviter les contacts physiques entre certains fonctionnaires et les usagers. Parce que c'est les contacts physiques, les frottements souvent qui provoquent la corruption. Et le colloque également invite les pouvoirs publics à accompagner les chercheurs, puisque les chercheurs sont déjà engagés, ont des actes de recherche en lien avec la corruption, pour peu que les pouvoirs publics les accompagnent. Et aussi un élément, parce que la corruption, c'est un calcul économique entre le corrupteur et le corrompu. Le corrupteur fait des calculs économiques par rapport aux gains espérés et la somme à donner pour avoir les gains espérés. Si le gain espéré est inférieur à la dépense, alors le corrupteur ne va pas s'aventurer en tout cas. Donc, il faut élever le coût. Le coût là, c'est quoi? Il faut que les agents publics aient une rémunération acceptable pour augmenter le coût de la corruption. Vous voyez, quelqu'un qui a un salaire, j'allais dire, très bas, aura une propension, en tout cas, quand on regarde notre société actuelle, là, une propension à accepter facilement des propositions. Voilà. Mais si le niveau de salaire est élevé, et on vous propose, peut-être ça ne vaut même pas 1 centime de votre salaire, vous aussi, si vous réfléchissez, si vous vous aventurez dans cette affaire, alors le risque de licenciement est élevé, vous allez refuser. Voilà. Et le colloque également invite les chercheurs à poursuivre les recherches dans des thématiques en lien avec la corruption. Et le colloque aussi a invité les deux structures, les deux centres, les CEFRAC et les CEDRES, à renforcer leur collaboration. Donc ça promet vraiment de très bonnes perspectives. Je vais dire, suite à ce que, voilà, l'explication que vous venez de donner, est-ce que ce colloque-là, quelle suite vous lui donnez? Quels sont quels sont les actes que vous allez poser qui sont issus de ce colloque-là pour que toutes ces recommandations-là puissent connaître une certaine effectivité? Si le plan est purement académique, il faut éditer ce qu'on appelle le livre des résumés. Puisque nous avons 28 communications. On va éditer un livre des résumés et contenant les différents résumés des 28 communications. Ça, c'est le premier acte. Et le deuxième acte, ce sont les recommandations. Il faut travailler les recommandations, les donner un contenu et en tout cas transmettre à qui des droits, ceux qui ont le pouvoir, et j'allais dire public, pour les mettre en œuvre. Et poursuivre surtout la collaboration avec les CEDRES. D'accord. Je souhaiterais effectivement qu'on termine peut-être sur de très bonnes notes. Est-ce qu'il y a quand même des pays qui peuvent être cités en exemple, africains, qui réussissent pour ne pas qu'on pense que la corruption c'est quelque chose qu'on ne peut pas bannir dans notre pays, parce que j'ai l'impression que certains le pensent que la corruption c'est quelque chose qu'on ne peut pas contre lequel on ne peut pas lutter. Est-ce qu'il y a des pays africains qu'on peut peut-être citer en exemple? Oui, je pense qu'il y a des pays. Je pense déjà, je crois qu'il y a le Rwanda. Le Rwanda. Si je me trompe. Voilà, ça, je suis plus sûr. Oui, c'est vrai, ça a été cité effectivement à la cérémonie. Voilà. Je crois aussi qu'il y a les Seychelles qui a été cité. Il y a les Seychelles, mais occupent la première place. Ah oui, la première place. Si je me trompe, en Afrique. Donc ça veut dire que la lutte contre la corruption, ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas une utopie.
Voilà, Il suffit de qu'il s'y y mettre. a la volonté politique, j'insiste sur ça, et également que la population, en tout cas, puisse se débarrasser de cet esprit de recherche des gains faciles. Mais il faut sanctionner. J'insiste sur ça, il faut sanctionner. Il faut véritablement sanctionner. Voilà. Et généralement, c'est surtout à ce niveau-là que souvent ça pêche. Hein. Ça pêche. Nous avons des beaux tests, mais l'application de ces tests pose problème. Parce que ceux qui doivent appliquer les tests, ce sont eux-mêmes qui figurent, en tout cas dans la catégorie de la grande corruption. Qui sont souvent les animateurs, les organisateurs. Voilà, les animateurs, les organisateurs, bon, vous voyez déjà que c'est pas facile. Voilà, mais en tout cas, au niveau du RENLAC, nous sommes convaincus, parce que quand on regarde le travail, en tout cas depuis les ans du RENLAC, le travail que le RENLAC fait jusqu'à présent, et même ailleurs, hein, le Burkina Faso aussi, et certains pays citent le Burkina Faso en exemple. Même si nous sommes en dessous de la moyenne. Bon, donc les derniers se regardent. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut continuer le travail. Il ne faut pas être découragé. Nous continuons le travail et nous sommes convaincus que, même à défaut d'éradiquer la corruption, nous pouvons donner un coup fort à la corruption pour que la corruption baisse de manière drastique. C'est surtout de ne pas baisser les bras. Oui. Et je vais citer une de votre... je crois, une action que vous avez citée, la synergie d'action. Et reprendre ça comme, effectivement, comme dans la société, la lutte contre la corruption doit être une affaire de tous. Tout à fait. Une affaire de tous. Et comme nous sommes sur une chaîne religieuse, je pense que, pour citer l'évêque du Ghana, oui. Je pense que si une bonne partie de la population musulmane du Burkina se réclame d'être des musulmans, tout à fait. Et qu'il y a une autre partie importante aussi chrétienne, tout à fait. Et encore une bonne partie qui sont des adeptes de la tradition. Oui. Donc il suffit que ceux-là même là, en fait, revoient leur copie, et puis bon, on sera peut-être à 3% ou je ne sais pas, bon, ceux qu'on n'arrive pas peut-être à catégoriser. Peut-être ceux qui disent que Dieu n'est... Bon, je ne sais pas. Voilà, ceux qui ne croient pas en Dieu. Voilà, ceux qui ne croient pas en Dieu. Donc à ce moment, peut-être qu'il y aura un autre plan. Tout à fait. Voilà, pour eux, mais là, le Burkina sera vraiment quand même... effectivement. C'est pas impossible. Donc c'est une invite pour dire que la question de la corruption, c'est une affaire de tous. Et tout le monde doit mettre vraiment la main à la pâte. Est-ce que je vais vous retenir encore la parole pour que vous essayiez de passer un message vraiment... de ce colloque-là, pour que vraiment la lutte contre la corruption soit vraiment portée à cœur par tout le Burkinabé. Oui, et la tenue de ce colloque est en tout cas la première sortie officielle du centre de formation et de recherche anticorruption du RENLAC. Et c'est ça, c'est une première activité. Et à travers ce colloque, le RENLAC, également à travers son centre, est résolument engagé dans la lutte contre la corruption. Malgré les difficultés, et malgré en tout cas tout ce que le RENLAC rencontre en tout cas sur son chemin dans la lutte contre la corruption, le RENLAC en tout cas rassure les téléspectateurs qu'il ne baissera pas de garde. Vaille que vaille, en tout cas le RENLAC va continuer son combat. Et à travers même les centres, les actions vont devenir plus fortes, puisque les centres vont pousser les analyses plus pointues et orienter les décideurs dans la prise des mesures adéquates. Également, le colloque, ainsi à un message fort, invite les pouvoirs publics, oui, j'insiste sur ça, surtout les pouvoirs politiques, à donner l'exemple et à sanctionner. Voilà, si on sanctionne sérieusement, je crois que les gens auront en tout cas... un esprit normal, une moralité non douteuse. Nous allons dire merci au docteur Tsatité Noufé. Chers auditeurs, merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Alors, c'était corruption et développement en Afrique, un thème qui a fait l'objet d'un colloque international à Ouagadougou, où des éminents universitaires ont pris part à cette réflexion. Et notre invité vient de nous l'apprendre. Il y aura un résumé, comment on appelle, un livre de résumé de colloque. J'espère que ce livre-là sera accessible au niveau du centre, qui est à Ouagadougou, à Pissi. Tout le monde pourra lire évidemment qui n'ont pas pu participer au colloque, peuvent acquérir ce livre-là et le lire et vraiment se mettre dans la lutte contre la corruption, car c'est un mal. Je pense que c'est à cause de cela que
l'URENAC avec l'université Thomas Sankara et le CIDRES ont choisi ce thème-là pour afin de lutter contre ce fléau-là, afin que l'Afrique retrouve son plein essor dans le développement. Merci au docteur, merci à vous pour votre fidélité. On se dit assalamu alaikum et à une autre édition. Merci.